Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui donc est une vidéo du cours du chapitre H2C de 1940 à aujourd'hui, chute et refondation de la République. Donc si vous allez sur mon site internet, c'est le chapitre qui correspond à ça. Voilà, ça c'est la première page. Donc, je rappelle que ce chapitre, en fait, c'est une partie du grand chapitre, le thème 2, de la Révolution française à la Ve République, l'affirmation démocratique. C'est un chapitre que j'ai volontairement coupé en 3, mais tous vos professeurs n'auront peut-être pas fait ça, et dans les manuels, il n'est pas coupé en 3. Moi, je l'ai coupé, j'ai fait A, la Révolution française à l'Empire, B, le 19e siècle avec les expérimentations, et C, de la chute de la République en 1940 jusqu'à aujourd'hui, parce que je trouvais que c'était très très gros de faire un chapitre de Révolution française jusqu'à aujourd'hui d'un seul bloc, donc je l'ai volontairement coupé. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté dans la version B, dans la H2B? On s'était arrêté ici, on s'était arrêté à la Troisième République. La Troisième République, 1870-1940, c'est celle qui a duré le plus longtemps. Alors, on voit ici un tableau donc de cette Troisième République. Déjà, on peut remarquer des différences avec aujourd'hui. La principale différence, c'est que ce ne sont que des hommes, puisqu'effectivement, il va falloir attendre encore quelques années pour que la femme ait le droit d'être élue et ait le droit de voter en France. Donc ici, eh bien, on n'a que des hommes. Les femmes, elles sont là, elles regardent, mais elles ne sont pas députées à l'Assemblée nationale. Donc cette Troisième République, elle a duré très longtemps, elle a eu des lois importantes, tout ça c'est ce qu'on a vu dans le chapitre H2B, il y a eu des crises, voilà, mais la dernière grande crise, ça va être celle de 1940 qui va vraiment lui porter un coup d'arrêt, un coup fatal. Donc où nous sommes-nous arrêtés dans le cours, vous pouvez noter, on s'est arrêté à la Troisième République, donc en 1900, qui va durer donc jusqu'en 1940. On a vu voilà, les grandes lois de la Troisième République, certains grands présidents de la Troisième République, les lois de Jules Ferry, bien sûr, les grandes crises, etc. Donc je vous ai remis juste cette petite frise, c'est vraiment pour se remémorer un petit peu ce qu'on a dit. Donc, introduction. Eh bien, en 1940, vraiment, c'est une année vraiment charnière pour la France, puisqu'il va y avoir donc une crise sans précédent dans l'histoire de la République par la confiscation du pouvoir par le régime de Vichy. Le maréchal Pétain arrive au pouvoir et il va détruire la Troisième République, il va l'anéantir, elle n'existe plus, il va mettre en place à la place... très joli, mettre en place à la place, le gouvernement de Vichy, qu'on appelle aussi l'État français. Il va y faire de nombreuses réformes, et donc la République, à ce moment-là, n'existe plus. Elle va se reconstruire seulement après la guerre, avec un gouvernement provisoire, puis la 4e République, puis la 5e République, et c'est donc ce qu'on va voir dans ce chapitre. Avec cette 5e République, on va voir qu'il est assez original, puisqu'il y a un exécutif à 2 têtes. On dirait, aujourd'hui, c'est bicéphale. Donc vous pouvez noter les 2 têtes. Eh bien, c'est le président de la République et le Premier ministre, et nous allons voir que c'est assez original en Europe. La problématique est donc... Ah, j'ai pas noté la problématique, c'est pas grave. La problématique est donc comment la République, eh bien, elle va chuter et elle va se refonder de 1940 jusqu'à aujourd'hui. La première partie, grand 1, la chute de la République de 1940 à 1944. Et donc, on va commencer par la Troisième République qui s'effondre avec la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Je vous mets donc une vidéo. Alors, le question team, on va pas le faire ici. Moi, je le fais en cours. Hein. C'est simplement une façon de jouer pour que les élèves retiennent mieux le cours. Mais ici, on va regarder directement la vidéo. Donc, la chute de la République en 1940. Et du coup, dans le petit carré question team document vidéo, et bien là, vous notez les choses importantes que vous avez retenues de cette vidéo. C'est parti donc pour la vidéo à 49 secondes. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la France est réputée pour avoir l'une des meilleures armées du monde. Et pourtant, elle et son allié anglais se font battre en quelques semaines par les Allemands. Et ça, on peut l'expliquer par une série d'erreurs stratégiques. À la base, les Alliés voulaient refaire la même chose que pendant la guerre 14, c'est-à-dire une guerre des tranchées qui étoufferait les Allemands. Et ils comptaient aussi s'imposer grâce à leur forte domination économique et à leurs immenses empires. Le président du Conseil, Paul Reynaud, déclare alors « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ».
Les Allemands attaquent parallèlement en Belgique et à travers les Ardennes, ce qui désorganise la défense franco-britannique. Résultat, vous connaissez l'histoire, les Allemands prennent Paris le 14 juin. C'est clairement une défaite stratégique. Suite à cet échec, Paul Reynaud démissionne et le maréchal Pétain est appelé au pouvoir. Il décide de demander l'armistice dès le 16 juin 1940 contre l'avis de certains militaires et dirigeants politiques qui refusent la défaite, dont De Gaulle qu'on retrouvera plus tard. Résultat, les 1 850 000 soldats capturés sont envoyés dans des camps en Allemagne. Et la France, elle se retrouve divisée en deux zones, une zone occupée militairement par l'Allemagne et une zone dite libre, c'est-à-dire sans occupation militaire. Officiellement, les deux zones sont dirigées par Pétain. Mais en vrai, il était un peu soumis aux Allemands, et puis finalement, les Allemands, ils envahissent aussi la zone libre en 42. Mais l'occupation allemande, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire beaucoup de contraintes et de pénuries pour les Français, comme par exemple les pénuries d'essence, ou le fait de ne pas pouvoir circuler librement en voiture sans autorisation. Et dès l'été 1940, les denrées alimentaires sont rationnées. Pour se procurer de la nourriture, il fallait une carte de rationnement à son nom, délivrée par la mairie. Et chaque carte donnait droit à une certaine quantité de nourriture. Résultat, on voit se former de grandes files d'attente devant les magasins en ville, et c'est pour ça que les 4 années d'occupation sont appelées les années noires. Voilà donc pour cette petite vidéo, extrait donc de la chaîne YouTube L'Anti-Sèche, hein, le youtubeur qui fait cette vidéo, c'est Cyrus. Je vous conseille, il fait vraiment de très très bonnes vidéos. Alors moi je le connais pour la philosophie, le français, mais voilà, pour l'histoire il fait des choses pas mal aussi. Il parle un peu vite, c'est normal, c'est YouTube, faut que ça aille vite, donc n'hésitez pas à la re-regarder. Je vous ai mis dans le cours le lien YouTube pour avoir la vidéo. Donc vous notez des informations importantes hein, dans le petit carré, c'est-à-dire que la France est occupée en 1940, elle est coupée en deux, c'est le maréchal Pétain qui dirige depuis Vichy. En 42, elle va être complètement occupée. Ça veut dire qu'il va y avoir des rationnements. Il n'y a pas assez de nourriture, donc on a des carnets de rationnement. On donne une certaine quantité de nourriture seulement aux personnes. Voilà, donc les informations importantes. Paul Reynaud, qui était le président, enfin le chef politique de l'époque. Et que voilà, la guerre a perdu, la France vraiment a perdu en quelques mois ici un mois la guerre. Pour erreur stratégique, puisqu'il voulait refaire une guerre des tranchées et ça ne fonctionnait pas du tout. Ça n'a pas fonctionné du tout, c'était pas du tout l'avis des Allemands. Donc voilà, cette France, elle est défaite, elle est occupée, l'armistice est signé, sauf certaines personnes qui n'étaient pas d'accord, dont De Gaulle, et qui lui est parti en Angleterre. Donc la France, voilà, elle est occupée ici, et puis en 42, elle finira par être totalement occupée. Donc le rationnement, effectivement, alors je montre en cours, là je ne l'ai pas avec moi, mais en cours je montre un vrai carnet de rationnement et des vrais tickets de rationnement aux élèves. Donc là j'en ai pas, mais voilà, on a des images comme ça donc de rationnement, c'est-à-dire qu'on va vous dire vous ne pouvez acheter que je sais pas moi 6 œufs pour une semaine ou 1 litre de lait si vous êtes tout seul, et vous n'avez pas le droit d'acheter plus, vous n'avez pas le droit d'acheter plus que ça. Donc on avait des carnets et avec des timbres qu'on collait au fur et à mesure pour aller acheter telle ou telle quantité. Ça a évité que les gens se ruent sur les paquets de pâtes ou les papiers toilettes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc en juin 1940, donc l'armée française, elle est battue, donc on signe l'armistice le 22 juin, ça met fin au combat. L'armistice entraîne donc l'occupation allemande, et l'occupation est très difficile. Donc c'est ça qu'il faut noter dans le D8. Dans le D8, vous notez le rationnement. C'est le rationnement qui est difficile, la pénurie, le manque de nourriture. Alors bien sûr, il y avait du marché noir. Il y avait des personnes qui faisaient du marché noir pour avoir certains produits. Il y a des produits qu'on n'avait plus du tout, par exemple le chocolat. À la fin de la guerre, il y en avait vraiment plus beaucoup. Donc Pétain va se voir attribuer les pleins pouvoirs. Il va donc créer le régime de Vichy et il met en place des grandes réformes. Donc dans les petits pointillés, met en place les grandes réformes. Il faut noter Pétain, P-E-T-A-I-N, c'est donc le monsieur que vous avez en photo sur votre cours. Il va mettre en place la révolution nationale. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo. Donc vous pouvez noter, là où j'ai écrit vidéo, des petites choses que vous notez, que vous voyez dans la vidéo.
Pétain justifie la collaboration avec l'Allemagne en disant que c'est pour adoucir les conditions d'occupation. En vrai, en collaborant avec le vainqueur, il espère offrir à la France une place de choix dans le nouveau monde créé par les nazis. Pétain et ses soutiens voient carrément la victoire du nazisme comme une chance de régénérer la France. Pour eux, la France d'avant la collaboration, c'est une maison aux bases instables, à cause de l'internationalisme, de la démagogie et de la paresse. Et d'ailleurs, ils sont contre la République, le Parlement, les élections, le pouvoir du peuple, toutes ces valeurs de la Révolution française de 1789. Résultat, il va changer la Constitution les 10 et 11 juillet 1940 pour que le chef de l'État détienne tous les pouvoirs. Le mec se donne à lui-même tous les pouvoirs. Au calme. En gros, il n'y a plus d'élection. C'est Pétain et ses ministres qui décident des lois et les font appliquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle un régime autoritaire. Résultat, la Troisième République est officiellement destituée. Le régime de Vichy, appelé aussi l'État français, est proclamé. Alors si vous vous rappelez bien, la Révolution française, elle avait assuré des droits fondamentaux à chaque homme. Liberté de pensée, de conscience, d'expression. Et ce sont ces droits que l'on retrouve dans la devise liberté, égalité, fraternité. Et bien pour Pétain, ces valeurs, elles sont pas les bonnes. Pour lui, l'individu, il doit toujours être placé dans un groupe pour retrouver la stabilité. C'est pour ça qu'il remplace l'ancienne devise par travail, famille, patrie, donc les trois communautés dans lesquelles s'inscrit l'individu. Regardons à nouveau cette affiche. Là, on voit une étoile de David à côté de la maison instable. Et pourquoi, à votre avis? Pétain et ses amis sont profondément antisémites. Ils voient les juifs comme des corps étrangers, responsables de l'instabilité française, car ils remettent en cause la cohérence des communautés. Ah, c'est pour ça qu'ils sont anti-mis avec les nazis, non? Et cette nouvelle politique, Vichy appelle ça la révolution nationale. Alors bien sûr, l'Allemagne a des exigences vis-à-vis de la France, mais il faut aussi savoir que Pétain et le régime de Vichy, ils collaborent volontairement avec l'Allemagne nazie. Et cette collaboration entre la France et l'Allemagne, elle est d'abord économique. Bien sûr, dans la plupart des pays occupés, les Allemands organisent eux-mêmes. Voilà, donc pour cette deuxième partie de la vidéo, donc c'est le petit B, la révolution nationale. Dans la vidéo, vous pouvez noter des choses que vous avez vues importantes, donc le 11 juillet, le vote des pleins pouvoirs, l'installation de la révolution nationale, et ensuite justement, je vous ai mis donc la fiche de la révolution nationale avec des petites choses à remplir. Donc, qu'est-ce qu'on voit à gauche du document? Alors, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on voit à gauche du document? Vous pouvez noter, on voit une maison qui est bancale, une maison qui n'est pas solide, qui est en train de tomber parce qu'elle repose sur des bases qui ne sont pas solides. Ces bases ne sont pas solides, elles sont, vous voyez, c'est des pierres rondes, et dans ces bases pas bonne, pas solide selon le maréchal Pétain, on retrouve quand même le capitalisme, on retrouve le Parlement, ça montre bien qu'il est contre la République, on retrouve la démocratie, elle est même coupée en deux la démocratie. Pour lui, la démocratie est une mauvaise chose, hein, puisqu'elle est du côté des choses qui ne vont pas bien. Le communisme, les juifs, on les retrouve ici. Et puis, il y a un radicalisme. Alors attention, radicalisme, ça ne veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Les radicaux, à l'époque, c'était les centristes. Hein, les gens qui étaient modérés, au contraire, qui n'étaient pas aux extrêmes. Centre-gauche, centre-droit. On disait radicaux de gauche, radicaux de droite. Ça veut dire ça. Voilà. Le système international aussi, hein, il est contre l'ouverture au monde. Il est très patriote. Vous voyez, ici, c'est France et compagnie. Ben non, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'on s'est allié avec d'autres personnes, etc. Donc voilà ce qu'on a à gauche. À droite du document, on a une maison magnifique, elle est prospère, elle est radieuse, on a envie de vivre dans cette maison, elle est trop belle, petit feu de cheminée, etc. La femme à la maison, bien sûr, hein, c'est la tradition, et puis elle repose sur des piliers, des gros piliers, des bases qui sont solides, l'école, la paysannerie. On voit que c'est un militaire, hein, ça se voit très bien, discipline, ordre, courage, légion, hein, le maréchal Pétain. On voit donc qu'il a changé la devise de la France, travail, famille, patrie, qui n'est plus donc liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qu'on voit sur les étoiles à gauche? Les étoiles à gauche, ça représente les juifs, le judaïsme. Il est profondément antisémite, Pétain, et le régime qui a été mis en place. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu des rafles, qu'il y a beaucoup de juifs qui ont été envoyés en Allemagne et dans les camps en Pologne et qui sont morts en France parce que le régime de Vichy a envoyé des juifs à la mort. Et que représentent les étoiles à droite? Zit. Les 7 étoiles, eh bien, ça représente le maréchal. Hein. C'est ce qu'il y a sur les grades de maréchal. En général, c'est 5 étoiles. Le maréchal, c'est 7. Donc les 7 étoiles, ça le représente lui. Vous voyez, il est là comme un soleil, comme s'il rayonnait sur la France, il surveillait ses petits-enfants. Ça représente ça. Donc l'analyse, c'est ça. C'est une affiche de propagande ici. Hein, c'est vraiment une affiche de propagande entre deux France. Une France qui, selon lui, ne va pas bien parce que c'était une démocratie, parce qu'il y avait du Parlement, parce qu'elle était internationale. Alors, internationalisme, attention, c'est lié au communisme. Hein. C'est lié à l'international communiste. Voilà, ne faites pas de contresens. Voilà. Et de l'autre côté, une France qui va bien parce qu'elle est traditionnelle, parce qu'on repose sur le travail, la famille, la patrie, les valeurs traditionnelles, la paysannerie, l'artisanat, voilà.
voilà pour cette image. Si vous voulez plus d'analyse, j'ai fait une vidéo, puisque c'est un document que vous pouvez choisir pour l'oral. Donc il y a une vidéo entière juste sur ce document. Voilà, la première partie du cours, elle s'arrête ici. Je vous donne rendez-vous donc pour la deuxième partie qui attaquera donc le C, la collaboration économique. Ciao!